l'armée devait encore donner plus d'inquiétude, affaiblie et mutilée par les dernières campagnes, les sentiments de la gloire et le nom de l'empereur restant vivants dans tous les cœurs. Les maréchaux et beaucoup de généraux avaient fléchi devant la nécessité, mais la plus grande partie des officiers étaient restés fidèles à ces nobles sentiments. Cependant, la discipline et toutes les vertus militaires étaient conservées et brillaient de nouveaux lustres. Les rois ne pouvaient passer les troupes en revue à cause de ces infirmités, et les princes se fixaient en les voyant une défiance et des mépris qui les dépit contre une gloire si éclatante, irritait encore. En voici une trait qui m'a été raconté peu du comte d'Erlon. Monsieur le duc de Paris passait en revue plusieurs régiments en garnison dans les gouvernements de maréchal tout très vite, ce dont le comte d'Erlon était commandant. Un officier sortit des rangs et demanda au prince la croix de Saint-Louis. Qu'avez-vous fait pour l'obtenir? J'ai servi 30 ans dans l'armée française. 30 ans de brigandage, répondit le prince en lui tournant les dos. Il est vrai que, sous la représentation du maréchal, l'officier obtint le lendemain ce qu'il avait demandé, mais le mot avait circulé, et l'on peut juger de l'effet qu'il avait produit parmi les troupes. Les cœurs dispersés sous la surface de l'Empire se verront bientôt dépouillés d'une partie de l'officier qui les dégoûts et des retraites forcées éloigneront de l'armée. Les états-majors, cette foule d'employés militaires devenus inutiles, rentreront dans leur foyer et déporteront leur mécontentement et leur haine qui les agitait. Les 2 dernières campagnes avaient été ruineuses pour eux. Presque tous avaient perdu jusque leur bagage, exaspérés par les présences d'un ennemi récemment victorieux, maître du pays, mais vaincus pendant 20 ans. La nécessité de subir les jours de Bourbon, qui l'avait amené, le devint insupportable, sans fortune, sans profession, repoussé par l'autorité habituée à la vie aventureuse des camps. L'avenir ne leur présentait que misère et ignominie. Si les Bourbons restaient sur le trône, il leur fallait, à tout prix, changer cette affreuse perspective, et leur regard se tourneront vers l'île d'Elbe, avec l'emportement dans l'élément des troubles. Ne parleront point d'ouvrir les yeux des Bourbons. Les 3 premiers mois feront paisible en apparence. L'autorité pensait avoir bon marché de tous les mécontents dispersés et les souverains liés, qui commençons à craindre que les contacts de leurs troupes avec nos mœurs faciles et nos opinions surtout ne deviennent dangereux, consentiront à s'éloigner après avoir réglé leur compte. Il en coûta à la France des sommes immenses, dont les époques et les modes de paiement feront régler non sans beaucoup de difficultés. Ils portaient probablement des doutes sur la durée d'un gouvernement qui commençait si mal, mais ils étaient satisfaits de voir la France s'affaiblir pour longtemps et tomber du premier rang où la gloire et la civilisation l'avaient élevée. La charte devait instituer les 2 chambres, salle de pairs. L'ancien Sénat avait perdu toute considération. Les hommes respectables dont elle pouvait s'honorer ne lui prêtaient aucun lustre. Ils s'étaient tous élevés d'ailleurs par la Révolution. Les rois changèrent sa composition en y faisant entrer tous les anciens pères de la monarchie et quelques-uns de ceux qui venaient de la servir avec éclat. Les nouveaux venus donneront à ce corps et resteront en même temps les habitudes de l'amour, de la civilité. Et si la nation s'intéressa peu à l'élévation d'âmes qui comptaient dans le rang le comte de Bourbon et le maire de Bordeaux, le roi peut être assuré du moins que cette assemblée conservait encore longtemps les traditions
d'obéissance du Sénat de l'Empire.